Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elle possède la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune.
Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Alerte aux ouragans, tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles ? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de -148 degrés Celsius au sommet des nuages.
En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encerclent toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs.
Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent 2. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles planètes qu'ils appellent des super-terres. Il s'agit d'une classe de planètes à la fois plus massive que la Terre, mais aussi bien plus légère que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les super-terres peuvent être faites de roches, de gaz ou d'une combinaison de ces deux éléments. Elles sont souvent 2 fois et même jusqu'à 10 fois plus grosses que la Terre. Elles sont intéressantes à étudier, mais un peu trop éloignées de nous. Elles sont assez courantes en dehors de notre système solaire, de la même façon que d'autres planètes remarquables, comme les mini-Neptunes. Celles-ci peuvent être des naines gazeuses, des géantes de glace ou bien d'énormes corps rocheux. Il est vrai que nous n'avons rien de tout cela dans notre système planétaire. Mais il y a une chose que nous avons que les autres n'ont pas, Jupiter. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd en orbite autour de notre Soleil. Cette reine des planètes possède une force puissante qui domine notre système solaire. Jupiter est connu pour manger des planètes. Une protoplanète l'a percutée il y a environ 4,5 milliards d'années, quand Jupiter était encore une jeune planète à ses débuts. Cette protoplanète était 10 fois plus massive que la Terre et était composée de glace et de roches. La collision a été colossale. Le noyau de Jupiter s'est brisé, puis l'hélium et l'hydrogène se sont mélangés à des matériaux plus compacts. Avec le temps, les matériaux lourds se sont redéposés dans le noyau dense pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si elle a déjà avalé une planète, elle pourrait tout à fait recommencer. On soupçonne que notre système solaire contenait autrefois beaucoup plus de grandes planètes qu'il n'en a aujourd'hui. Par exemple, l'espace est plutôt vide autour de Mercure de nos jours. De telles zones avoisinant les étoiles centrales sont nombreuses et pleines de planètes de masse intermédiaire, dont la taille varie entre celle de la Terre et de Neptune. Notre système solaire était un endroit chaotique à ses origines. De jeunes étoiles étaient entourées de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et les planètes se formaient à partir de ces débris, un peu comme les arbres lorsqu'ils émergent du sol. Les petites planètes rocheuses se formaient dans la chaleur et la lumière intense près des étoiles, tandis que les géantes gazeuses se formaient plus loin, là où les températures étaient plus basses, leur permettant de conserver plus de matériaux gazeux. Et même si les planètes de notre système solaire semblent assez stables et paisibles aujourd'hui, si l'on se réfère à leur orbite, elles n'étaient pas aussi calmes auparavant. Certaines planètes n'orbitaient pas en mouvement circulaire, elles avaient des trajectoires oblongues, plus excentriques. Elles se rapprochaient d'abord de leur étoile, puis s'en éloignaient. C'était comme si elles avaient été déséquilibrées par la gravité d'autres planètes sur leur chemin. Il existe une théorie appelée Grand Tac, qui tente d'expliquer ce qui a pu se passer pendant les premiers millions d'années de formation de notre système solaire. À un moment donné, Jupiter, l'une des protagonistes clés, a peut-être été attirée plus près par notre étoile centrale. Après cela, elle est repartie en emportant avec elle un énorme nuage de débris. Cela a pu ressembler à un voilier virant de bord autour d'une bouée, perturbant d'une certaine façon les planètes en train de se former aux alentours. Après la formation complète de Saturne, nos proches voisins du système solaire se sont quelque peu éparpillés. Mais si l'hypothèse du Grand Tac est avérée, Jupiter s'est mis à capturer tout ce qui se trouvait sur son chemin, et ces migrations ont provoqué davantage de collisions dans les parages. Cela expliquerait pourquoi certains astres se sont pulvérisés et dévorés mutuellement. Jupiter a peut-être fourni une partie de l'eau qui compose aujourd'hui nos océans.
Elle est aussi escortée de nombreux astéroïdes qu'elle expédie parfois dans l'espace interstellaire ou parmi les planètes de notre système solaire. Elle a même possiblement contribué à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, lorsque l'énorme roche spatiale a frappé la Terre, laissant derrière elle un cratère au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a également provoqué des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis avec d'énormes conséquences pour la vie de la faune et de la flore terrestre. Personne ne connaît sa provenance. On ne sait même pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou bien d'une comète. Une théorie indique que ce pourrait être une comète provenant du nuage d'Oort, composé de débris glacés et situé quelque part à la périphérie de notre système solaire. Elle aurait pu être déviée de sa trajectoire par Jupiter et sa puissante force gravitationnelle. Ainsi, notre système solaire ressemblait à une sorte de flipper où Jupiter, la plus grosse planète, précipite les comètes en approche sur des orbites passant aux abords du Soleil. Une fois à proximité, elles peuvent subir de puissantes forces de marée qui les brisent en morceaux jusqu'à finir en éclats de comète. Cet événement a marqué le début du règne de nos ancêtres, les mammifères. Cela signifie que sans Jupiter, nous ne serions peut-être pas là, et la Terre non plus. Il semblerait donc que la plus grosse planète du système solaire soit arrivée en force, détruisant des planètes plus anciennes et ouvrant la voie à des mondes plus petits comme le nôtre. Jupiter a pu être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la planète 9 à l'heure actuelle. Les scientifiques estiment qu'elle existe et qu'elle pourrait se cacher quelque part au-delà de Neptune, mais pas plus loin que Pluton. Il y a 3 zones dans notre système solaire: les planètes intérieures, les planètes extérieures et tout ce qui se trouve au-delà. La mystérieuse planète pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. Elle aurait tournoyé parmi les géantes gazeuses avant d'être finalement balayée vers la limite externe de notre système solaire, voire même quelque part dans l'espace profond. Jupiter est zébré en raison des différences de température, de gaz atmosphérique et de composition chimique. Les scientifiques pensaient auparavant que la source de ces différences de couleurs était le redoutable vent atmosphérique et les matières circulant entre les couches de l'atmosphère. On sait maintenant que les bandes de couleur claire, appelées aussi zones, indiquent l'endroit où le gaz s'élève. A l'inverse, les bandes de couleur sombre, que l'on appelle ceintures, révèlent où le gaz s'enfonce. Les lunes de Jupiter pourraient aussi causer ces rayures, car elles tirent sur ces cellules de convection atmosphérique. Au centre de Jupiter se trouve un noyau dense et liquide composé d'hélium et d'hydrogène métallique mêlés à d'autres éléments plus lourds et dissous. En s'éloignant de son centre, la température et la pression à l'intérieur de la planète diminuent. Ainsi, l'intérieur liquide laisse place aux gaz de l'atmosphère, à nouveau principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve cette frontière liquide-gazeuse, mais la planète est probablement entièrement liquide à quelques milliers de kilomètres sous ses sommets de nuages. Jupiter serait encore plus grande que d'autres géantes comme Saturne si l'on pouvait lui retirer ses gaz. On qualifie parfois Jupiter d'étoile ratée, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Elle est principalement composée d'hydrogène comme les étoiles, mais elle n'est pas encore assez massive pour déclencher des réactions thermonucléaires dans son noyau, ce qui à terme achèverait de la transformer en véritable étoile. En théorie, tout objet peut devenir une étoile si on y ajoute assez de matière. Avec une masse suffisante, la température et la pression interne augmenteront jusqu'à déclencher des réactions thermonucléaires. Pour transformer Jupiter en une étoile comme le Soleil, il faudrait la rendre 1000 fois plus massive. Mais pour former une naine rouge qui est plus froide, il nous faudrait augmenter sa masse de 80 fois seulement. Ainsi, Jupiter ne deviendra pas spontanément une nouvelle étoile de notre système solaire, mais si de nombreux objets spatiaux de masse similaire entrent en collision avec elle, ou en d'autres termes, si Jupiter les mange, on ne sait jamais. Mais en théorie, si elle pouvait devenir une étoile massive, elle aurait empêché d'autres planètes de se former sur des orbites stables. Elle aurait aussi augmenté la quantité de radiation qu'elles reçoivent, rendant alors très difficile le développement de la vie dans notre système solaire. Jupiter est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Il ne lui faut que 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe, malgré sa taille immense, plus de 300 fois celle de la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Mais si elle venait à prendre encore plus de masse, elle rétrécirait. De la masse supplémentaire rendrait Jupiter plus dense, ce qui signifie qu'elle commencerait à s'effondrer sur elle-même. Ainsi, elle pourrait gagner jusqu'à 4 fois sa masse en gardant toujours la même taille.